Même prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième date, le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hackkick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Ça commence déjà avec la déconcentration, messieurs, ce n'est pas bien. Alors, je suis avec lui, alors c'est compliqué. C'est un peu bordel, je veux dire. Alors c'est un épisode spécial Yoroi. Il y a déjà eu précédemment, donc la semaine dernière, un épisode avec David Tomaszewski, le réalisateur de Yoroi. Et puis juste avant, on avait fait un petit épisode chronocritique sur le film qu'on a beaucoup apprécié. Mais aujourd'hui, à mes côtés, j'ai les génies de la cascade, Anthony Faux et Manu Lanzi. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours partant pour raconter des histoires de karaté et de kung-fu, donc voilà quoi. Eh carrément, j'ai très hâte. Vous savez quoi ? Avant de commencer, pour les gens qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Et on va commencer, écoute Manu, toi tu es un habitué. C'est pour ça, ouais. Voilà, on va commencer par Anthony. Carrément. Ouais. Allez-y Anthony. Moi je m'appelle Anthony Faux, j'ai 38 ans. Là j'ai commencé la cascade il y a presque 20 ans, ouais. Premier film 2008, From Paris with Love. Et après j'ai vite rencontré Manu et après depuis 2009-2010, je suis avec Manu, on fait des films ensemble de cascade. Et je travaille moment aussi, débarrassé. Ouais, en tant que comédien aussi. Si je suis comédien sur les films et tout. Donc voilà. Cool, impeccable. Et toi Manu ? Manu, vous connaissez déjà, voilà, Manu Lanzi, ex-cascadeur et rigueur cascade et chorégraphe de combat, notamment sur Yoroi et plein d'autres films que vous pouvez voir sur cette chaîne Hackkick dans ton podcast. On a déjà fait 2 trucs ensemble sur ma carrière et sur la grosse collection de Blu-ray. La collection de DVD, ouais, carrément. Oui. Alors, vous en avez vu un tiers, c'est ça le pire. Ouais. Et donc voilà, et Anthony, effectivement, on s'est rencontrés. L'anecdote, c'est. Non, je te laisse raconter, Anthony. Non, mais en fait, moi, quand j'étais ado, j'étais un méga fan de Jackie Chan. Et j'ai commencé, en fait, je développe à la base des sites internet, j'ai fait mon master, etc. Et moi, je suis passionné de films hongkongais, dont les films de Jackie Chan. Et en fait, j'étais dans la période, j'ai même monté un site qui est toujours en ligne, Jackie Chan France, un site de fans. Ouais, je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu plein de films hongkongais et tout. Et en fait, un jour, sur un forum, j'ai tombé sur un bande démo de Manu. Mais j'étais ado à ce moment-là. J'étais au lycée. Je faisais des arts martiaux et tout. Et du coup, je l'ai contacté parce que je savais pas qu'en France, il y avait des gens qui bougeaient comme ça. À l'époque, Baiser mortel du dragon venait de sortir, mais moi, j'étais ado, je comprenais rien au cinéma. Je savais pas que ça existait, le cinéma hongkongais en France. Et après, je l'ai contacté. Et après, il m'a répondu méga gentiment. On est parti boire un verre. Quelques années après, en plus, c'était pas direct, c'est quelques années après, parce que j'habitais à Villepinte, je sortais pas de ma ville. Je savais pas que j'étais au lycée. Et en fait, je savais pas où était Paris. Ouais, je savais pas où était Paris. Pour moi, c'était l'étranger. Je savais prendre le RER et tout. Je connaissais pas. J'avais pas de sous ni rien. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des petites vidéos avec mes potes, je lui envoyais, il les commentait, il me donnait des conseils, etc. Et un jour, il m'a invité à m'entraîner avec lui. Il y avait, la première fois, il y avait toi, Patrick, Santi, Alban, le noir. Alban était là, je crois, ouais. Alban, le noir, ouais. En fait, c'est tous les gens que je regardais dans les films, ils étaient là. J'étais choqué. C'est vrai qu'Alban, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Et Anthony, t'es arrivé à un moment où on était dans la salle d'Olivier Schneider, qui était rue Abel. Et en fait, on s'entraînait. Et à un moment, t'es venu notamment là. C'était avant Cagine. Et
Et donc voilà, et Alban était avec nous et on a commencé effectivement à s'entraîner ensemble, à faire des trucs. Et voilà, j'ai trouvé ce petit personnage bien sympathique. Et depuis, on a eu un moment où c'est pas perdu de vue, mais où moi j'ai continué à bosser, toi tu as fait des trucs. Et à un moment, on a été faire un court métrage qui s'appelait Le Réserviste, si je ne m'abuse, qui était réalisé par Mathieu Berton. Et en fait, c'était un moyen métrage, pardon. Mhm. Et en fait, j'ai proposé à Anthony de venir faire un truc avec moi. Et c'était trop drôle, quoi. Et ce truc, je sais pas s'il est dispo sur Internet, mais je crois. Et c'était drôle, quoi, parce qu'Anthony, il s'est complètement prêté au jeu. Et puis, c'est là un petit peu où notre relation s'est un peu lancée et tout. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire travailler avec moi sur plein de trucs, à me former sur le monde du cinéma et tout. Et puis après, c'est devenu mon fidèle comparse. Après, moult péripéties avec d'autres. Et du coup, maintenant, ouais, attends, Alban, je connais depuis plus de 20 ans. Mais ça, c'était 2010, hein. C'était en 2010. Hein. Parce que j'étais encore en cours. Je finissais mon master. 2010, ouais, ça fait 15 ans, c'est ça. Ouais, 15 ans. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Franchement, c'est trop cool que vous vous suiviez sur les films et autres. Et en tout cas, voilà, on va parler aujourd'hui de Yoroi, puisque vous avez collaboré ensemble sur Yoroi. Et moi, j'ai une question, et en fait, alors, c'est une question vraiment de passionné de cascade. Comment vous vous retrouvez sur un film comme ça? J'explique, Yosh? Ouais, vas-y. Allumer la lumière, j'ai un problème avec les néons, ils font des flashs. J'ai voulu faire le mec design, faire un set et tout, et vous voyez des flashs qui... Vas-y, montre-nous tes lumières d'influenceur. Ça, je raconte pendant ce temps-là. Je raconte. Ah non, c'est tout. Ah, moi, je m'attendais à un vrai bricolage. Non, ça va. Oh là là, ok. Non, écoute, en fait, moi, j'ai rencontré Orelsan par le biais d'un pote qui s'appelle Olivier Afonso, qui a notamment fait tous les effets VFX, comment on dit, ouais, VFX. MFX, pardon. À chaque fois, je confonds. Qui a fait, du coup, toutes les prothèses, toutes les marionnettes, tout. Voilà, Olivier, c'est un mec de génie que j'ai rencontré il y a très longtemps aussi sur mon deuxième film en tant que rigueur. On a beaucoup sympathisé et depuis, on se lâche plus non plus. On fait beaucoup de films ensemble. Et donc voilà, et à un moment, il me dit, écoute, il y a un mec que je voudrais te présenter, un rappeur et tout. Rappeur, putain, il veut faire un film de baston et tout. Oh, c'est bon encore. Moi, je suis vieux con, donc voilà. Donc je rechigne un peu. Et donc voilà, il s'appelle comment? Orelsan. Je connais pas du tout. Voilà. Bon, après, j'aime bien le rap, mais je connaissais pas Aurel. Et ça remonte à 8 ans. Et du coup, à un moment, il me dit, écoute, je vais le faire venir. On était en tournage sur un film qui s'appelait La nuit a dévoré le monde avec Olivier. Et donc voilà, il a fait venir Aurel. Et à un moment, je croise un mec dans les escaliers. J'allais chercher une protèque dans mon scooter. Je croise un mec. J'aurais jamais pensé que c'était lui. Moi, je m'attendais à, tu vois, je sais pas. Booba, Carrie. Ouais, voilà, un gros Renoir avec l'horloge de la gare de Lyon autour du cou. Complètement flingué, quoi. Et je vois Aurel je savais pas que c'était lui. Et je remonte et je vois Olivier discuter avec Aurel. Il me dit, voilà, je te présente. Putain, et je vois Aurel. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et on discute un peu, très sympathique évidemment. Et il me dit, voilà, j'aimerais vraiment faire un film de baston. Ça fait des années que ça me trotte et tout. Je suis passionné de ça et tout. Ok. Alors, il le sait, moi, moyennement convaincu. Bon, en plus, Aurel, tout le monde le connaît. C'est un mec calme, chill, qui parle doucement. Je dis, waouh, putain, ça va être compliqué. J'espère qu'il sera meilleur à la salle. Et il est venu à la salle. Donc, évidemment, il n'était pas souple du tout. C'était, voilà, mais tellement cool, tellement sympa. Et il m'a dit, écoute, est-ce que je peux revenir et tout machin? Oui, bien sûr. Et en fait, pour l'anecdote, moi, je connaissais pas. Et quand j'ai annoncé aux gars qui étaient avec moi à l'époque à la salle, je leur ai dit, vous connaissez Orelsan? Je dis, oui. C'est con, quoi. Oui. Bon, d'accord. Et il me dit, pourquoi? Parce qu'il vient jeudi à la salle et tout. Tout le monde se retourne, non, c'est une blague et tout. Enfin, j'étais surpris. Donc, en fait, cette espèce de réaction des gars m'a donné envie d'en connaître plus sur Aurel. Donc, j'ai été sur Internet en rentrant, j'ai regardé et je vois la bande-annonce d'un film, Comment c'est loin. Je dis, tiens, ça a l'air sympa. Le soir arrive, je dis à ma femme, écoute, j'ai un petit film à voir et tout, avec un mec que je vais peut-être bosser avec, est-ce que ça branche? Elle me dit, oui, ça a l'air sympa. On a regardé Comment c'est loin, putain de coup de cœur, mais putain de coup de cœur. Je kiffe ce film. Waouh! J'ai envoyé un truc à Aurel et je lui ai dit, écoute,
Rendez-vous jeudi. Voilà, ça m'a donné envie. Voilà, j'ai écouté ses sons, ses trucs. J'ai dit putain, c'est bien ce qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à s'entraîner régulièrement. Et puis bah après, il est un peu moins venu parce qu'il a commencé à travailler sur son album La Fête est finie. Donc il faisait là-bas, il revenait, il nous envoyait des petites nouvelles, il nous racontait ses péripéties. Et c'est là où c'est absolument génial, c'est que Aurel, tu le vois, il est calme, il est machin, tu te dis pas, mais c'est un bosseur de ouf. Ouais. C'est un bosseur de ouf. Et pendant qu'il écrivait ses chansons dans son chalet où il violait les bonbons, là, le mec s'étirait. Donc à chaque fois qu'il revenait, on voyait sa jambe se lever de plus en plus. On se dit, oh putain, t'as bien progressé. Et en fait, Aurel, ce n'est que ça. C'est qu'au fur et à mesure du temps, il progresse, il progresse, il progresse. Voilà. Et il a un volontarisme de dingue, c'est un bosseur de ouf. Et voilà, donc il est étonnant. Et à la fin, bah, après, je vais laisser Anthony raconter ses anecdotes aussi, mais à la fin, on s'est retrouvé avec un mec qui faisait des kicks qui étaient vraiment bien. Et voilà, on a eu Clara aussi, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà. Donc Aurel, c'est un acharné. Quand il veut un truc, il le fait et il se donne les moyens. Et rien que pour ça, dans plein d'interviews, il dit que je me suis foutu de sa gueule. Oui, c'est vrai que je disais putain, t'es aussi souple que ma femme. C'était ma vanne et tout machin. Mais donc voilà. Et au fur et à mesure, je me suis moins foutu de sa gueule. Je dis, putain, tu me scotches quand même. Voilà. Donc moi, je suis très 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 admiratif des gens qui sont déterminés et qui travaillent dur. Voilà. Et c'est le cas. Voilà. Mais à l'époque, quand il est venu, il n'avait pas fait La Fête est finie, il n'avait pas fait Basique. C'était pas Aurel d'aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. Il venait de faire. Il avait juste fait son premier album et Le Chant des Sirènes. Ouais. Son film, Casseur Flotteur, bah, c'était cette époque-là. Ouais, mais vous le connaissiez déjà et vous étiez fan. Ouais. Alors que moi, je connaissais pas. Et c'est vrai que maintenant, bon, bah, on va dire qu'en France, c'est le mec qui explose tout, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y avait quand même pas mal de personnes. Quand j'ai dit, tiens, ah ouais, là, j'étais complètement largué, moi, tu vois. Donc voilà, quoi. Et d'ailleurs, on a suivi un peu son ascension. Ouais. C'était trop bien. On a suivi son ascension, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et on a été, pardon, je fais une aparté. Ouais, moi, j'ai été sidéré quand on a fait les entraînements, machin et tout. À un moment, il nous a dit, est-ce que je peux vous filmer non, en fait, on a fait une petite apparition dans son concert qu'il a fait, bah, du coup, je sais plus en quelle année, bah, son dernier concert à Arena. Et en fait, Anthony et moi, on a fait un truc sur un fond vert où on se fout sur la gueule et ça passe en tableau derrière. Et du coup, bah, pour nous remercier, Aurel nous a gentiment proposé de nous inviter au concert. Et moi, je connaissais toujours pas encore cette grosse notoriété. Et putain, moi, je m'en rappellerai toujours. Hein, je pense que toi, Anthony, on y a été avec Anthony, ma femme et Quentin Desnaux. Et il y avait la première partie, bon, tu regardes, il y a la fosse, il y a du monde et tout. Le moment où la première partie est terminée et que Aurel, il arrive sur une espèce de truc. Attends, elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Et ça monte comme ça, et Aurel est dessus comme ça. Et là, la foule en délire. La foule en délire, et moi, je me rappelle très bien, je suis un peu agoraphobe, j'aime pas la foule. Et là, j'ai regardé, putain, j'ai été sidéré par cet engouement que le mec, ce tout petit bonhomme, au milieu de l'accord Arena, pouvait générer, quoi. Et là, j'ai dit, ok, le mec, c'est un... Voilà. Et là, il a commencé à balancer ses raps et tout. On s'est vraiment régalé. C'était cool, hein. Ah bah oui, mais en fait, moi je l'ai vu Orelsan aussi, bah, son dernier concert, c'était incroyable parce qu'il y a une mise en scène de malade et alors ce qui est plutôt fou, c'est quand on voit le documentaire sur Amazon Prime, on voit ses débuts. Et on se dit, le mec, c'est un acharné, il ne lâche vraiment rien de A à Z, même quand il a des périodes où ça va mal, bah, il est là toujours en train de bosser. Et c'est là qu'on se dit, bah, d'où il est parti et où il est arrivé maintenant, waouh! Mais il n'est pas arrivé, mec, comment dire, avec. Il n'est pas arrivé. Il a eu un sacré paquet de remises en question quand tu le vois dans le documentaire, tu vois. Et, il n'est pas arrivé avec facilité, je veux dire. C'est vraiment un bosseur. Il mérite amplement le succès qu'il a actuellement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une petite, une anecdote, non, mais à un moment donné, il est dans ta salle et il se bat contre, il fait une petite scène avec Alban Lenoir, qui est ressorti là, il y a pas si longtemps que ça, pour la sortie de Yoroi. Et en fait, cette petite scène, moi, je l'avais vue pour la promotion de One Punch Man, où en fait il y avait un petit truc qui était sorti en disant regardez quand One Punch Man on faut pas faire chier One Punch Man, et donc comme Orelsan double One Punch Man en VF, donc c'était plutôt drôle de voir que finalement cette vidéo ressort maintenant pour la sortie de Yoroi.
Bah, c'est Alban qui l'a balancé parce que bon, je pense que Alban et Aurel se sont super bien entendus. Et je sais que Aurel avait voulu essayer de trouver un rôle pour Alban parce qu'il adore Alban. Et en fait, il a dit, il n'y a rien qui correspond vraiment à Alban dans le film. Et c'est vrai que quand on y pense, je vois pas où est-ce qu'on aurait pu le mettre. Tu vois, ou un caméo tout pourri. Mais bon, Alban, il mérite pas ça. Et donc voilà. Et en fait, ils se sont entraînés un paquet de fois ensemble au Cagine. Bon, attention, c'était pas non plus tous les jours, mais ils se sont croisés assez souvent et on avait ces deux bosseurs à la salle, c'était cool, quoi. Et Anthony, toi, du coup, la suite de l'histoire de comment en fait t'es arrivé sur ce film-là? Non, après, Aurel, en fait, c'est pendant sa tournée, bah, c'est après la fête est finie et tout, et il venait, dès qu'il pouvait, il venait s'entraîner avec nous, et en fait, il m'a proposé de le suivre en tournée. Du coup, des fois, j'allais avec lui et je l'entraînais pendant. En fait, c'est comme les tournages, la tournée. Hein. T'arrives le matin, ils mettent en place, ils font leur filage, et tout l'après-midi, ils ont quartier libre. Et du coup, nous, on s'entraînait là. Et c'était même pas en vue de préparer. En fait, c'était en vue de préparer le film sans être le cas, parce qu'on n'avait même pas de planning ni rien. C'est juste que lui, il aime trop ça. Moi, j'aime bien l'entraîner, j'aime trop être avec lui et tout. Et du coup, de fil en aiguille, et ça s'est fait comme ça, quoi. En plus, on n'était même pas. C'était les débuts, quand on s'est rencontré avec Aurel, c'était pas du tout Yoroi. En fait, on a évoqué 1 milliard de trucs. On a évoqué un film de tournoi à la Bloodsport et tout machin, avec un mec. Mais on est passé par ça, on est passé par la chanson Manifeste. À un moment, on dit putain, j'ai envie de faire un truc avec qui se passe pendant une manifestation et tout. Hein. Je pense qu'on a évoqué quand même avec Aurel 4-5 sujets. Et même lui, c'est pas qu'il savait pas. À un moment, il a évoqué, je crois, un truc avec une armure, machin. Ça remonte tout ça. Mais en fait, dans la tête d'Aurel, ça va très vite et il a 15 000 idées à la seconde. Donc des fois, on se marre parce qu'on dit mais où est-ce que tu vas chercher tout ça et donc voilà. Et à un moment, il nous dit concrètement, bon bah les gars, voilà, on va faire un film. Voilà, Yoroi, il nous envoie un scénar qui est un pavé comme ça, qui était limite, je vais pas dire beaucoup plus ambitieux, mais comme tous les tours. Ouais. Il y avait une course-poursuite en voiture. En fait, t'avais la portière de la voiture qui tombe, il fait un skate avec et tout, c'était abusé. C'était Fast and Furious. Le final, il était dingue. Ça se passait dans une espèce d'accord arena avec tous les miliciens de Aurel Sama. Et ça devait être câblé un peu à la Tigre et Dragon. Ça devait être beaucoup plus surnaturel. Ouais, surnaturel, ouais. Et voilà, et bon, le fait est que tout ça, c'est très compliqué à mettre en place avec un budget un peu moindre. Ouais. Et on a rebondi sur plein de trucs et le scénario c'est un peu calmé entre guillemets, mais nous on était chaud pour faire plein de trucs. Mais après la réalité nous a rattrapé tout autant qu'on est et a amené ce qu'on a fait là et qui était déjà pour nous génial parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses, c'était cool quoi. En fait, c'est ça. Quand on voit le film, alors c'est pas parce que vous êtes là et que je vous connais, c'est pas ça. Hein, mais j'avoue que les combats m'ont assez impressionné. En fait, c'est la fluidité de la chorégraphie. C'est assez rare. Alors déjà aussi, il y a les plans de caméra aussi où c'est super fluide, où il y a, je dis pas des plans séquences, mais la scène qui se passe en pleine manifestation, où il y a la bagarre de rue, je trouve que c'est super fluide. Je trouve que les impacts comment dire, des coups sont assez kiffants. Et il y a un gros travail de sound design. Enfin, vraiment, c'est vraiment top. Qu'est-ce que, comment dire, là, vous avez eu Clara Choi, qui est pour moi la grande révélation du film, qui n'avait jamais fait d'arts martiaux. Vous avez Orelsan, qui n'avait jamais fait d'arts martiaux. Comment vous avez réussi à les gérer et à les faire progresser au maximum? Alors, comment dire, Orelsan, c'est beaucoup de taf. Et Clara Choi, ça a été une formation un peu moindre, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, elle a réussi à faire des choses assez folles, c'est ça? Même avant. Hein. Ouais. Ouais. Vas-y, ils avaient beaucoup de mal à. En fait, David et Aurel, ils ont eu beaucoup de mal à trouver le personnage parce qu'il fallait qu'elle soit franco-japonaise et qu'elle joue bien. Et déjà, japonaise, on en a très peu en France, qui puisse se battre encore moins. Mais sauf que Clara, elle n'avait jamais fait ça. Clara, le premier casting, c'était n'importe quoi. C'est David. C'est vraiment à quelques mois du tournage, il fait ouais, tu peux tester Clara, parce qu'on a testé pas mal de comédiennes et tout. Elle est venue chez moi, je l'ai entraînée chez moi, j'ai fait des vidéos et tout. Et en fait, il s'avérait qu'elle était en jeu
ça a matché trop avec Aurel, elle était trop bien. Alors qu'elle, elle connaissait même pas Aurel, elle connaissait pas David, elle comprenait rien au projet parce que pour le casting, en fait, ils ont écrit un autre scénario pour le casting. Ouais. Ils ont un peu détourné le texte et du coup, ils comprenaient rien avec des monstres et tout. Et en fait, ça avait que l'alchimie entre elle et Aurel, ça marchait trop bien. Et tu peux la tester une fois, je vois, elle apprend méga vite. J'étais avec Michel Nguyen. En fait, tu peux la retester. On est parti faire des vidéos tests à Cité Universitaire. Ben, il y avait Alex Levent. Ouais. En fait, il n'y avait que Alex et moi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Où on a fait des petites vidéos de combat et tout. Alors que... Et en fait, elle se débrouillait trop bien. En fait, elle arrive à capter trop vite. Elle a une aisance corporelle qui est incroyable. En fait, moi, je me rappelle, le truc qu'il y a, c'est que, en fait, avec Anthony sur Yoroi, on s'est partagé énormément de choses. Parce qu'en fait, moi, déjà, je travaillais en même temps sur The Raw et Balle perdue 3. Anthony était aussi sur Balle perdue 3. Mon planning était, mais blindax de fou. Et The Raw, c'est combien? 6 ou 8 épisodes? Il y avait beaucoup. 8 épisodes. 8 épisodes de The Raw. Et surtout, en fait, moi, je partais en Espagne. Du coup, Anthony s'occupait de Clara. Et ce qui était drôle, même sur le film, on s'est partagé énormément de choses. Moi, je fêtais le baston, Anthony plus celle-là, machin. On a vraiment matché tous les deux. Et en fait, quand j'étais en Espagne, Anthony m'envoyait au fur et à mesure les petits entraînements qu'il faisait, qu'il a monté, qu'il a fait, qu'on voit dans les nombreux making-of et que vous verrez sûrement aussi sur le documentaire qui sera à la fin du mois. Et Anthony m'envoyait les trucs. Donc moi, j'étais en Espagne. Je disais, oh putain, super. Alors ça m'énervait parce que je captais mal là-bas, donc j'attendais. Putain, fais chier. Et quand je voyais les progrès. Je dis putain, mais elle est géniale, Clara. Et moi, je l'ai rencontrée juste une fois au début, et c'est par les vidéos qu'Anthony m'envoyait où je voyais les progrès au fur et à mesure. Et moi, avec mes allers-retours, machin. Après, on se retrouvait sur Balle perdue 3 avec Anthony. Lui, il repartait. Après, c'est n'importe quoi. Et en fait, j'ai vu les progrès de Clara et aussi de Aurel qui participait au truc. Il y avait Jérémy Margalet qui fait celui à quatre bras aussi dans le film, qui est un des assistants, qui est très très fort en judo, il est je sais plus combien de dan et tout machin, et très bon cascadeur. Et Jérém, en fait, l'association Jérém et Anthony, qui a sa culture très nippone entre guillemets, moi je recevais les trucs, je dis putain, j'étais hyper content. Donc à chaque fois, je les encourageais à faire les trucs et tout. Et puis après, quand moi je suis rentré, c'est Anthony qui est parti au Japon pour aller assister Aurel, qui finalement lui a demandé de venir avec lui. Moi, je faisais des prévises à Paris, mais enfin, finalement, on a passé du temps ensemble, mais on a été très séparés au début avec Anthony. Et c'était intéressant de voir les progrès de chacun au fur et à mesure, et surtout de Clara, qui venait de rien et qui nous a sidérés, quoi. Sidérés. Elle est impressionnante, c'est un coup de cœur énorme, Clara. En fait, Clara, on l'a mis, quand elle a commencé, je crois que c'était genre novembre ou janvier, je sais plus. Je crois que c'était en novembre, elle a commencé chez MMA Factory. Ouais. En fait, la prod lui a pris un abonnement chez MMA Factory. D'accord, ok. Cyril Gann, les gros combattants, Jordan Zebo, etc. Et en fait, elle se formait au MMA. Et après, elle est venue avec nous. Mais sauf que entre le MMA et les chorégraphies de combat, c'est pas pareil. Mais sauf qu'elle apprend quand même à donner des coups, à en recevoir, à tomber, à avoir une condition physique. Et elle avait une bonne gestuelle. Elle avait une bonne gestuelle de poing, donc ils l'ont bien fait travailler. Et puis le cardio et tout. Donc et en parallèle, il y avait Lounès, le coach d'Aurel. Ils faisaient des circuits training n'en plus finir. Et en fait, ça leur a fait trop progresser. Ouais, ils étaient courageux parce qu'ils se tapaient les entraînements avec nous de 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Et après, ils partaient, bon, salut, à plus tard, machin. Vous allez où, vous rentrez? Ah non, on va avec Lounès. Tu vois, alors que l'entraînement, moi, je rentrais chez moi, je faisais une sieste, tu vois. Et eux, ils repartaient faire des trucs. Pour l'anecdote, Lounès, adorable, qui est un mec super. À un moment, quand on entraînait Aurel chez lui à Caen, dans son dojo, Lounès, des fois, il me disait, tu fais avec nous, Manu? Non, voilà. Et Anthony, il a fait une fois l'entraînement. Je suis devenu tout blanc. J'étais tout blanc, j'allais vomir. Il a fait Manu, il est arrivé à ce moment-là. Je suis resté comme ça durant tout l'entraînement, au sol. Et c'est là où t'es venu d'arriver. Donc eux, ils se tapaient ça tous les jours, tu vois. Tu dis, bon, pardon, quoi, mais je me rappellerai toujours de ta gueule, c'était trop drôle. Un zombie. Donc moi, j'ai dit non, je veux pas faire, laisse-moi tranquille. Donc voilà, quoi. Ok. Aussi, entre-temps, on a fait un Yokai Lab, mais un an avant le film. C'est vrai, oui. Pendant une semaine. Ouais. Aurel et David, ils ont réuni des cascadeurs, Olivier Afonso, Aurel,
les mecs de 3% des potes à eux, etc. Et en fait, on avait tous des déguisements et on faisait des test fights. D'accord, ok, pour voir On faisait si. des test fights, comment trouver quel style, etc. D'accord, ok. Comment ça pouvait s'articuler. Et Lui, il m'envoyait ça, là, par contre, c'était un peu moins. Tu dis, non, mais c'était n'importe quoi. ça faisait récréation, trop quoi. marrant. Mais Ouais. en fait, Ouais. non, c'était un vrai truc de lab. C'était drôle, quoi, mais c'était cheap. Tellement cheap. Moi, je dis, mais c'est quoi cette merde? Bah oui, on avait par Et exemple ouais, à mais c'est Bly, trop il bien. n'y avait pas de costume. Il avait pas de costume à Bly. Ils ont pris le masque de Venom, ils l'ont mis, ils ont coupé la bouche. On dirait Ami. Tu sais, quand t'as les casques et tout. T'as le yeux de Venom, ils ont coupé la bouche et la tête d'Ablai. Et Aurel, en fait, il faisait ses premières chutes d'escalier qu'on voit dans le documentaire. Mhm. Je dis, mais c'est où ça? C'est chez lui? Je dis, putain, mais sa femme, elle va gueuler. Il est en train de niquer tout l'escalier. Et le mec, il faisait ses chutes d'escalier. Mais il y allait, tu vois. Je dis, putain, en plus, il y va, quoi. Donc, c'est. Bah non, J'avais fait le ça dernier fait jour bon, à quoi. minuit, à Voilà. 23h minuit. Je suis allé, tu veux regarder? Je vais aller dormir. J'ai envie de voir ça. Ouais, non, Mais non. on était épuisés. Mais Ouais, bah ouais. Ah bah, Ça vient de je peux loin, hein, comprendre. franchement. L'histoire, elle revient de loin quand même. Hein. Il s'en est passé des choses. Hein. Franchement. Hein. Bah, David Tomaszewski le dit, hein, la construction de Yoroi, c'est pendant le confinement en 2021, Hum. où il commence à écrire quelque chose et il le propose comment dire, à Orelsan, et puis c'est à partir de là en fait où ils ont commencé à vraiment à trouver l'idée. Et c'est là où je me dis, bah, le film est sorti en 2025, grosse préparation quoi. Vous Ouais. avez eu combien de temps pour le faire, enfin la préparation du film en termes de cascade, préparation des acteurs, préparation, enfin voilà, de coordination, ça a duré combien de temps à peu près? Bah, pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai qu'Aurel, bon, bah, ça s'est étendu sur entre guillemets 8 ans. Après, il est venu un peu plus régulièrement, mais il était très occupé aussi. Mm. Toi, tu t'es beaucoup occupé de Clara, Anthony. Et en fait, on va dire, le problème, c'est qu'on n'a jamais assez. Donc, on essaie de faire au mieux. Après, il y avait aussi des trucs de planning. Des fois, c'était moi qui n'étais pas là. Anthony était pas dispo non plus, parce qu'on était sur balle perdue. Donc, eux continuaient à s'entraîner. On n'a pas eu tant que ça, mais on a quand même, je vais dire, on a eu pas mal de trucs quand même par leur volontarisme de venir, même des fois où c'était pas prévu. Clara, par exemple, bon bah des fois on avait des trucs où on disait bah écoute passe à la salle, nous on s'entraîne pour tel truc, viens t'entraîner. Donc il y avait tout ça quoi. Mais enfin dis-moi. je dirais peut-être 3 mois avant le tournage. Hein. Enfin, en termes de durée, parce qu'en vrai, il y a 3 mois, mais Concrètement il y a parlant, que des oui. réunions. Mais Ouais. en vrai, c'est pas 3 mois tous les jours. Hein. C'est Non, non, 2 jours, bien 3 sûr. jours, des Bien fois sûr. rien. Après, il y a eu beaucoup de remises en question sur les chorégraphies aussi, parce que quand Anthony il est parti au Japon avec Koichi, du coup, Ouais, et ouais. Aurel, c'est lui qui a fait la première baston. Moi, pendant ce temps-là, j'ai demandé à la prod d'avoir un petit laboratoire aussi à la salle et de faire plein de propositions par rapport au truc, bah, notamment pas celui à 4 bras, c'était trop complexe, mais le bonhomme gluant, Aurel Sama, machin. On est passé par plein de trucs. Pendant un moment, Aurel, il voulait des trucs un peu plus roots, après un peu plus Wing Chun, après un peu plus volant, mais c'était compliqué. On a vraiment parcouru beaucoup de choses. Et bah, moi, ma culture et ma technique, je viens des arts martiaux, tout ça, etc. Donc, j'aime bien faire ça. Mais j'avoue que depuis des années, je suis plus spécialisé dans le côté baston qui fait mal. Mm. Et par exemple, bah, dans Yoroi, La baston dans la rue. Anthony, il a plus chorégraphié le combat final. Ouais. Bon, moi, j'ai participé un peu, mais j'ai laissé vachement Anthony faire ce truc qui était beaucoup plus graphique, avec des poses un peu, machin, etc. Je vais pas dire que c'est pas ma cam, mais j'ai plus l'âge pour ça. Moi, j'ai plus chorégraphié un peu le truc de la rue, qui est un peu plus mon Ouais. style, rentre dedans et tout. Donc voilà, et on s'est pas mal partagé les choses, mais il fallait trouver aussi bah, le style de Aurel Sama, le style d'Aurel San, son progrès, le style de Clara. Il y a eu beaucoup de remises en question sur beaucoup de choses, quoi. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai une question aussi sur ça, c'est qu'en fait, comme vous dites, hein, il y a eu une partie en France, l'autre partie au Japon, donc avec Oji qui est aussi coordinateur de cascade.
J'ai pas vu la différence en fait, ce qui est plutôt intéressant et en fait moi je pensais que en fait c'était la même équipe à chaque fois parce que quand on voit le film, on voit pas de différence au niveau de des techniques de combat, des cascades, on a une fluidité. Comment s'est passée la collaboration? Par exemple toi Manu, est-ce que tu étais au courant de ce qui se passait au Japon? Est-ce que tu donnais aussi tes idées à Anthony? Non, t'avais pas. Non, Ok. en fait, moi, j'étais vraiment sur d'autres projets et Anthony, à l'origine, n'était même pas supposé partir au Japon, puisque Koichi, Non, ils n'avaient pas de sous. Ouais. En fait, c'est Aurel qui l'a fait. Anto, tu viens? Il fait, je te prends tout en charge. Je fais, vas-y. On était sur balle perdue à ce moment-là. ouais, Ok, ouais, trop Ils cool. ont. moi, je suis pas intervenu du tout, parce que déjà, par respect pour le mec, et puis parce que, bah, dès le départ, de toute façon, en réunion, au début, ils nous ont parlé du Japon, et je leur ai dit, mais si vous partez au Japon, enfin, tu vois, c'était aussi bon, tu tires une balle dans le pied dans ces cas-là, mais c'est dire, bah, par rapport à l'économie du film, prenez un mec là-bas. Putain, les mecs, c'est des cadors, quoi. Mais Ouais. en toute honnêteté, mais moi, j'ai envie de dire, ils sont meilleurs que nous, tu vois. Tu regardes Kenshin et tout le bordel, tu dis, bon, bah, je vais retourner à la salle m'entraîner. Et du coup, bah, en fait, c'est vrai que j'avais pas à intervenir et Anthony a pu aller là-bas aussi pour épauler Aurel, traduire gestuellement parlant ce que Koichi voulait donner aussi. Enfin, tu vois, donc Ils parlent pas anglais. Les Japonais, ils parlent très mal anglais. Et moi, je coordonnais. En fait, Koji, il coordonnait, il chorégraphiait, etc. Et moi, je faisais le lien entre Koji et la mise en scène. Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Et j'intervenais pas Non, ouais. dans les chorégraphies, plus dans les intentions, les placements de caméra, etc. Je traduisais, mais. Et ça, on le voit dans le making-of un peu. Ouais. Mais il faut savoir qu'Aurel, il avait été au Japon avant, pendant un mois, pour s'entraîner avec l'équipe Ouais. et tout ça. Donc il avait déjà un peu les paramètres du truc. Nous, on a vu aussi ce qu'ils avaient fait. Bah, c'était quand même une ambiance un peu martiale, mais un peu MMA aussi. Il y avait pas mal de clés, de déplacements, de trucs et tout. Donc c'est pas qu'on s'est inspiré de ça, mais Clara, dans le truc, elle est supposée être un petit peu pied-point. Tu vois, c'est pas très kung-fu comme ça et tout, tu vois. Et donc voilà. Et en fait, Anthony, je pense qu'il a vachement épaulé Aurel, qui s'est retrouvé en fait à avoir quelqu'un qui l'appuyait et de connaissances. Ouais. C'est beaucoup plus facile parce que j'imagine que ça devait être un peu angoissant de se retrouver face à des monstres comme ça, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Hein, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça se voit pas qu'il y a deux équipes, voilà, de cascade, parce que c'est vrai que j'étais vraiment impressionné que voilà, il y avait deux équipes. On le voit pas, on le ressent pas en tout cas dans le film. Donc, Ouais, bah, bravo pour ça, parce que c'est assez rare. D'habituellement, dans certains films, on voit quand c'est pas la même équipe de cascadeurs qui se charge du produit. Et là, bon, bah, Ouais. pour le coup, ça se voit pas trop. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros taf derrière, et ça, c'est cool. Orelsan a fait la plupart de ses cascades, mais aussi il a été doublé. Et là, Anthony, tu as posté des photos il y a pas si longtemps, et Mais j'en postais d'autres. Ah ouais, et j'étais assez impressionné parce que je ne pensais pas que tu avais doublé Orelsan sur certaines scènes. Mais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup doublé en vrai. En vrai, moi j'ai porté, dès qu'on a eu l'armure, je l'ai porté pour tester. Il y a un truc qu'on dit jamais, c'est Ouais. les poids de l'armure. Elle était lourde. En fait, on perd beaucoup en mobilité, Ouais. mais Ouais. vraiment beaucoup. Hein. Et là, D'accord. personne ne le notifie, mais elle est méga lourde. Je prends tout le corps, chaque pièce rentre, et nous, fallait qu'on teste. Est-ce que sur les roulades, sur les coups, ça gêne pas? Par exemple, tu as des trucs où tu lèves le bras, tu as une partie de l'armure qui rentre au niveau de la clavicule. Du coup, il faut revoir l'armure. Tu avais plein de trucs comme ça. Et j'ai porté, ouais, je l'ai doublé pour la chute dans le puits. À la base, je devais même pas le doubler à la base. À la base, moi, je venais en réunion. À la chute et tout, je fais la joueuse. Bon, ok, vas-y. Tu peux me doubler? Je fais, vas-y. Du coup, j'ai mis le costume. À la base, j'étais venu juste en réunion. Et J'ai mis la perruque et, surtout. ouais, j'étais content, j'ai mis la perruque. Ah, ouais. Aurel Chan, on disait. Et après, je l'ai doublé. Non, j'ai pas doublé après. Après, je portais de l'armure au cas où. Si jamais on n'avait pas le temps, il fallait refaire d'autres plans et tout. Mais on avait 4-5 doublures. J'avais préparé des photos et tout que je posterai un peu plus tard. Je vais mettre tous les doublures. Tu avais Nicolas Pogé, Ouais. doublure Orelsan et Aurel Sama, le doublure principal qui a fait la plupart des grosses cascades. Il y avait Joris Martinez, qui fait le combat de fin aussi. C'est lui qui fait tous les grosses chutes, etc.
T'as Robin Lallard qui doublait câblage, parce qu'en fait, on avait deux équipes. Une partie qui s'occupait. Le câblage, c'est sur le puits, il faut quand même faire les mises en place, etc. Donc, il préparait une scène, il préparait une autre, il fallait deux doublures. Ouais. Et il y avait Yann Bouet aussi, parce que les mecs qui faisaient la doublure n'étaient pas dispo, du coup, on a pris un autre cascadeur. D'accord, ok. Il y a donc, 4-5 doublures. Attention, tous ces chiffres, ça fait beaucoup, mais c'est vrai qu'Aurel, il a fait 90% des trucs, quoi, si ce n'est plus. Oui. En tout cas, dans les combats, il a quasiment tout fait. Et les moments où on disait non, des fois, il voulait se lancer. Non, Aurel, fais pas, putain, si tu te blesses, on est marron, quoi, tu vois. Ouais. Tran, elle a eu une doublure aussi, c'est Hélène Tran, mais sur pas grand-chose non plus, parce qu'à chaque fois, elle se jetait comme une malpropre, elle faisait tous les trucs, mais c'est pas de la fausse promo, hein. Honnêtement, non. il s'est quasiment pas fait doubler, et il voulait pas, tu vois. Même Aurel, il y a plein de trucs, non, mais je vais le faire. Bon, des fois, tu rechignais, et puis il y allait, oui, comme Alban. Oui, exactement, Voilà. exactement, comme Alban. Alban, il dit non, je vais le faire. Non, tu m'emmerdes. Des fois, on se fâche avec Alban, hein, mais voilà, c'est chouette ce volontarisme. Hein. C'est chouette. Ah mais c'est cool, franchement oui, bah après c'est vrai que c'est vrai que à entendre on se dit waouh, il y a plein de doublures, mais en même temps c'est un film qui dure presque 2 heures, Ouais. c'est presque un an de tournage, enfin je veux dire il y a pas mal de choses, il y a des scènes qui sont très dangereuses, on peut pas se permettre de perdre l'acteur principal parce que ça coûte du pognon, il y a les assurances, donc non mais c'est normal. Et après les doublures des fois elles venaient et elles faisaient rien de la journée. Ouais, ça, c'est ça. C'est le principe de la doublure. Ouais. Quand tu as un comédien volontaire, la doublure, elle se fait chier. Elle fait juste les mises en place pour voir les axes de caméra ou retravailler les chorégraphies. Mais la majorité du temps, voilà, normalement, le comédien... Et surtout que les mises en place, on en avait besoin parce que quand il fait Aurel San, et il doit faire Aurel Sama, il a 1 heure de changement. Ça fait qu'on doit continuer à pouvoir mettre en place, etc. Il faut les deux personnes. Putain, mais la scène finale a dû être folle à tourner, parce que en fait, où ça a dû prendre vachement de temps, parce que bon, pour le coup... Non, même pas. Laquelle, tu parles de la partie à Paris ou la partie la partie dans l'espace mental. Voilà, c'est ça. C'est dans l'espace mental d'Orelsan qui a dû être folle, parce qu'en fait, ça a dû durer super longtemps entre le fait que il y a Orel-sama, Orelsan, et puis parfois on voit vraiment c'est Orelsan qui se bat, puis après hop, ça switch, c'est Orel-sama, et tu te dis ah mais putain mais c'est Orelsan, et ça a dû être dingue au niveau du tournage, et puis même pour vous la préparation des cascades et autres, il a fallu peut-être à chaque fois dire bon bah cut et on change de comédien et tout ça, donc c'est du temps et pour le raccord ça a dû être compliqué quoi. C'est vrai que même dans le principe, nous on était souvent tous les deux, c'est rare dans les films, mais on était tous les deux en rigueur sur ces journées-là, parce que Anthony qui a beaucoup plus travaillé les trucs un petit peu sur la fin, sur certains trucs, comme moi j'étais sur Zorro, Balle perdue et tout, moi j'arrivais des fois en spectateur, en touriste, j'arrivais, alors c'est quoi aujourd'hui, et tout, et en fait on a pour la scène finale, la zone mentale, il y a eu un peu plus de temps, parce que quand tu évoquais la scène finale, pour moi, c'est dans la rue. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Ouais. Et finalement, vous avez fait ça en... Moi, j'étais pas là, mais vous avez fait ça en 2 nuits, tu vois. Et il y avait 2 nuits pour ça. La séquence de la manifestation, on a fait ça en 4 heures, parce qu'en fait, il pleuvait le matin. Ils ont pris du temps sur les trucs et tout. Vous le verrez dans le documentaire. On est en panique avec Anthony à regarder nos prévises. Bon, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Et on savait pas combien de temps il nous resterait. Et on a fait ça en 4 heures. Et David, à un moment, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? Je dis, bon, allez, vas-y, on y va. Et puis on est parti. On se met là, on fait ça. Et on a rentré tout ce qu'on pouvait rentrer, mais jusqu'à la dernière putain de minute. Jusqu'à se faire virer. On le voit. On s'est fait virer du décor alors que c'est une rue. Par un citoyen, par un habitant. Ah ouais? Ouais, vous le verrez dans le documentaire. On spoil, mais il y a un mec qui gueule. Et je spoil. Pour faire le combat final, c'était pas beaucoup non plus. Et c'était le combat en lui-même, c'est en 1 nuit. Oui, d'accord, ok. Ouais. Et c'est pour ça, on aurait tellement voulu faire entre guillemets encore mieux, mais c'est propre à la cascade en France. Hein. Ah oui, mais je comprends. Oui, non, c'est sûr. Et Anthony, on a vu dans le générique que tu jouais le rôle d'un yokai. On a essayé de voir quel yokai tu jouais.
C'est un Asiat qui représente le yokai de la France. C'est pour dire le côté ouvert de David et de Aurel. Mais ça va, c'était pas trop dur de tourner C'est là dur de fou. avec un costume, du coup? Non, mais on se rend pas compte, c'est un animatronique. Moi, je me dis, on fait le choix des persos qu'on les reçoit. Déjà, tu reçois le scénario. Aurel dit, bon, là, il va se battre contre un mec à 4 bras qui va me faire boire de l'alcool en grenouille. Ok. Après, t'as un autre mec, un monstre en terre gluant qui représente la famille. Tu vois, c'est bizarre. Un autre, genre style Spider-Man, mais qui fait des flashs. Il y en a un autre, mais qui se bat pas trop, qui représente la France avec 2 têtes animatroniques. Mais on comprend rien, en fait. Une femme aussi qui allonge son cou. À la base, il devait y avoir plus de persos, en plus, sauf que manque de temps, manque de budget et tout, ils ont enlevé. Mais en fait, c'est méga compliqué, parce que je voyais rien. J'ai vraiment 2 ordinateurs à l'intérieur, un mécanisme avec 2 têtes, des moteurs, en fait. C'est un mec qui contrôlait ça. J'entendais dans le masque, je voyais rien. Comme il disait action, va tout droit, j'allais sur le côté. Et du coup, quand je me bats contre Aurel, je vois rien. Je dois casser un mur, etc. Je ne sais pas. Je fais ok, c'est où? C'est là. J'avance. Je tape un peu dans le vide au petit bonheur la chance. Combien de répétitions pour ces scènes en yokai? Ah, ça dépend. Ça dépend des yokai. Par exemple, le mien, il n'y a pas de combat, il n'y a pas trop de combat, c'était du jeu, etc. Plein de trucs et tout. Et l'homme glu, on n'a pas eu 15 000, on n'a pas eu 15 000 répétitions pour ça, je crois pas. C'est plus moi qui m'en suis occupé. Toi, tu as plus fait l'homme grenouille. Après, le truc le mec le flash, qui est interprété par Abel Gilali. C'est toi, ouais. Bah non, c'est un peu tous les deux. En fait, on faisait un gros morceau et après, l'autre donnait des tips, machin, ouais, t'as raison, c'est mieux comme ça et tout. On sait, voilà, mais... Du coup, quand on vous choisit en tant que cascadeur, coordinateur de cascade, on vous alloue un budget, on vous dit, bon voilà, vous avez ce budget-là, vous me faites toutes les... Enfin voilà, vous nous proposez, en fait, vous nous faites des propositions de combat, de cascade, et nous, on valide. Ouh, bah je démarre, Yosh. Vas-y. En fait, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire quelque part, on va te dire déjà dès le départ, bon voilà, c'est un film qui a tant de millions. D'accord. Maintenant, moi, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier, donc maintenant je sais, quand je lis un scénar et qu'on me dit on a tant de millions, tu sais que tu vas galérer, qu'il y a plein de trucs qui vont sauter à la trappe. Là, en l'occurrence, franchement, on nous a quand même pas mal laissé travailler. Il y avait un directeur de production qui s'appelle Antonio, qui a été très ouvert et qui a compris notre lourde tâche. Et on a eu quand même pas mal de répètes. On va pas dire que c'était le plus confort, mais on a eu quand même du confort et de la bonne compréhension. Donc voilà. Et puis donc il y a pas de truc. On vous donne temps et vous faites pourtant. Il y a un moment quand tu dis au directeur de production, ce combat il est pas prêt, Clara elle est pas prête pour ça, Aurel elle est pas prêt pour ça. Il me faut une répète en plus. Si tu tombes sur un gros con, ça va être compliqué. Mais Antonio, c'est un super dire de prod. Et des fois, il dit, mec, je peux plus là. Techniquement, c'est compliqué parce que ça. Donc, on s'arrangeait toujours. Voilà. Mais voilà. Vas-y, Yosh, si t'as un truc à rajouter. Non, c'est aussi, on a eu la chance que Aurel soit producteur, Aurel et Scred. Ouais. Ça fait qu'en fait, c'est eux qui ont le dernier mot. S'il n'y a pas d'argent ou quoi, ils vont. Et surtout que c'était leur demande. Et Aurel, avant l'entraînement officiel, et toutes les semaines, il y avait des cascadeurs chez lui. Pendant 4-6 mois, on a fait ça. Toutes les semaines, dès qu'il pouvait, on envoyait les week-ends, 2-3 jours. Manu et moi, on y allait, ou d'autres cascadeurs y allaient, nous envoyaient. On faisait vraiment un entraînement de fond pendant les 8 derniers mois, en fait, avant le tournage. C'est vrai qu'avec notre planning à la con, c'est vrai qu'avec notre planning à la con, finalement, on a envoyé pas mal de monde. Il y a eu Hélène, il y a eu comment il s'appelle, Malik Diouf, il y a eu la petite amie de Malik Diouf, il y a eu Michel, il y a eu Jérémy, il y a eu on a été un paquet à faire un turnover. Et c'était bien pour Aurel parce que finalement, il avait plusieurs pédagogies qui lui a permis probablement de s'améliorer même plus vite parce que c'était pas tout le temps ma méthode ou celle d'Anthony et tout. Donc, c'est bien de temps en temps d'avoir plusieurs éléments dans ta tambouille, tu vois. Donc voilà.
Et pour le coup, donc Orelsan producteur, Orelsan acteur principal, ce qui est cool de ce que je comprends, c'est que aussi il était investi dans les combats. C'est-à-dire, il vous faisait aussi des propositions. Oui. Ok. Il avait des demandes, ouais. Mais oui, il avait des références, on regardait des trucs. Il aurait adoré passer le Guyver Kick. Toi, tu dois connaître, Jazz. Ah oui, bah c'est par rapport au film Guyver. Exactement. Ouais, Ok, super. On est sauté en sortie de hanche et finalement, c'est le low jump qui tape. Ah ouais. Il a été repris dans Undisputed et plein de films. Ouais. Et lui, il aurait voulu passer ça. On l'a travaillé, ça passait pas de ouf. Moi, je râlais parce que je disais non, c'est pourri le Guyver Kick, c'est déjà vu, machin. Donc voilà, mais on a travaillé plein de choses et vous verrez dans le documentaire, en fait, tu le vois faire des sauts à droite, à gauche, des trucs qui sont pas dans le film parce que vraiment, pendant tout ce temps, ça a été vraiment un laboratoire et Aurel a vraiment, il a même fait du parcours avec Malik, des trucs, c'était cool quoi. Donc voilà. Et donc ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on peut tomber parfois sur sur comment dire des acteurs, on l'entend parfois à Hollywood ou autre, des acteurs qui mettent un peu de leur grain de sel en disant ouais non moi je propose ça et puis parce que je suis la star, et c'est cool d'avoir quelqu'un enfin d'investi. Enfin voilà, et d'avoir aussi sa propre proposition, ses propres références, et que en tout cas c'est cool. C'est cool Mais en d'apprendre fait, ça. je voulais rajouter aussi que c'était encore mieux de l'avoir avec nous parce que comme Ouais. il coécrivait le film, les scènes Oui, d'action, bien sûr. ça fait qu'il savait vers quoi on allait. Enfin, Ouais. des fois, il donnait des bonnes ou des mauvaises directions parce que nous, on croyait que c'était des bonnes. En fait, théoriquement, ça marche. On met en place, ça marche pas. Aussi bien de sa part que de notre part. On dit, ah, ça Ouais. peut être cool à tester et tout. Et on teste, on fait non, en fait, c'est pas bien. Et en fait, on a plein de versions de combat jusqu'à que ce soit. En fait, ça peut être bien sur le coup. Tu regardes le lendemain, ah non, ça va pas, il y a ça qui est pas bon et tout, on va changer. Ça raconte pas ce que ça veut raconter. On rend pas le méchant assez méchant. Ouais. Il est trop simple, Ouais. etc. Bah, Il y a plein putain, d'itérations, en fait. on a une banque de données d'entraînement, mais on en a tellement. On a pendant toute cette période, on a filmé, monté. Anthony qui faisait des trucs, moi qui faisais des trucs et tout. Putain, je sais même pas combien de. Franchement, ça doit se compter en heures, hein, peut-être bon, peut-être pas 5 heures non plus, mais il y a au moins peut-être une bonne heure et demie, voire 2 heures d'analyse, de trucs, de recherche. D'accord, et ok. tout. Ah ouais, non, putain, on a 1 milliard de trucs et à chaque fois, des fois, on se dit, oh, putain, c'est qu'on n'ait pas pu faire ça ou ça ou ça. Il y a vraiment des trucs qui étaient cool à faire et non pas parce qu'on les avait créés, mais parce que c'était, ça aurait pu être sympa à l'écran. Voilà, c'était plus ça, quoi. Des fois, C'est c'est quoi le process de création qui est comme ça. Hein. Ouais, bah Quand ouais. lui écrit ses textes et tout, c'est pas d'un coup. Hein. C'est pas. Ou quand tu écris un scénario, en fait, c'est une histoire que tu veux raconter. Des fois, ça va pas dans la bonne direction que tu voudrais que ça. Tu penses que c'est la bonne direction, mais en fait, avec du recul, ça l'est pas. Vous Forcément. vous le storyboardiez enfin, Bah, on au fait les niveau des- storyboards animés, ouais. c'est des prévises. Ouais. Ça s'appelle des prévises. Donc nous, Anthony et moi, on filme, on monte, on met des effets sonores, voire même des musiques pour avoir une ambiance et tout. Donc c'est ce qu'on appelle des storyboards animés, les prévises finalement. Ok. Donc voilà. Ok. Bah trop cool. Si vous aviez une scène, alors je vais être mon champ de service, mais une scène compliquée à réaliser en termes de coordination de combat, et une scène où vous avez vraiment kiffé à faire, et ça s'est passé, ça a été peut-être difficile, mais voilà, ça s'est passé super bien. Vas-y, commence, Yosh. Non, mais avant, je veux dire, on a eu la chance d'avoir David aussi, qui nous faisait confiance et qui. Oui, ça c'est cool d'avoir un réalisateur aussi qui nous fait confiance. En vrai, Ouais, et grave. après, quand on crée les chorés, on lui montre. Lui, il a encore un avis là-dessus qui va Ouais. nous donner du recul sur ce qu'on a fait. Ah, Et totalement. ça, Ouais. c'est trop important. Mais Ouais. David, c'est un bon kiff à travailler aussi parce que effectivement, il nous a donné sa confiance. Donc ça fait plaisir parce que le mec, il va te donner ses directives et tout, mais il y a un moment, il te laisse travailler. Il sait que c'est ton taf et ton truc. Et tu vois, par exemple, le truc de la rue, bon, bah, il m'a laissé travailler, mais il voyait qu'il nous restait que 4 heures. Et à un moment, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Propose-moi. Et on a commencé à se proposer plein de trucs, on a travaillé en duo, et ça a été vite, tu vois. Je parle pour cette partie-là. Hein, Ah, bien sûr. mais voilà, pardon, reprends Yosh, du coup. Ouais, non, mais pour David, en fait, ce qui est drôle, pour revenir, parce qu'on n'en a pas parlé assez, je trouve, c'est que David, pour un court-métrage qu'il avait fait, mais en
2005, 2006, un truc comme ça. Il avait contacté Manu déjà. Putain, Ah, dans d'accord, la- ok. Très bien. Ouais. Ok, bah, raconte. Héros français. Ok, Un super-héros français, ce qui faisait Comment ça s'appelait Vendôme. Vendôme, ça s'appelle. Vendôme. Ouais. d'accord, ok. Et en fait, il avait contacté Manu, c'est ça, il connaissait Manu depuis très longtemps, en vrai. Il suivait déjà ce qu'il faisait. Ouais, c'est vrai, putain, t'as raison. Et Ah ouais. moi, j'ai rencontré David, mais pas via Aurel. C'est parce que j'avais réglé quelques. Bah, je connaissais David via Aurel, via ses clips, via son Ouais. travail, mais Ouais, totalement, ouais. via Vendôme, déjà, je l'avais vu. Et après, je crois la première fois, c'était sur le clip de Gims, de Dadju et Gims, Ok. que j'ai coordonné. C'était lui. Après, il m'a rappelé pour un clip de Slimane et Vita, où il y a des combats. Ça s'appelle De l'or. Et ensuite, quand ils ont fait le C'est film, ils David ont dit, qui réalisait. ouais, c'est David qui réalisait. Ah, tu vois, je me rappelle du clip. Moi, je l'avais pas fait, mais je me rappelle Ouais. du clip, bien évidemment, où tout le monde se fout sur la gueule C'est et tout. drôle. Ouais, parce que quand Aurel l'a proposé le film, moi, une équipe de cascade, du coup, il nous a proposé Manu et moi, et il nous connaissait déjà. Du coup, ça s'est fait naturellement. Ouais, mais je Ouais. savais pas que c'était lui qui avait fait ce clip-là. C'est marrant, putain. Oui, c'était lui, Ok. ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire bon, c'est pas grave, Ouais. ça reviendra. Donc, comme Mais- quoi, il y mais- avait un lien, ouais. Vendôme, Oui, c'est pas vas-y, moi ouais. qui l'ai fait, finalement. Non, juste préciser, le court-métrage Vendôme, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Hugo Barrier, je crois. Ouais. Je sais plus pour quelle raison je l'ai pas fait. Hugo. Non, je crois pas, c'est pas Hugo. Je pense pas que ce soit Hugo. Si, je crois que si. Je crois. On regardera. Bon, bref. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait le court-métrage. Donc, je n'avais pas rencontré David. Je l'avais rencontré, vite fait. On s'était serré la main et tout. Et puis, il est tellement grand, David, je le regardais comme ça. Et donc, voilà. Mais après, on n'a pas travaillé ensemble. Mais putain, t'as raison de balancer ça, c'est vrai. Ah, bah, c'est cool, ouais. David, un c'est- génie. Hein. Pour moi, c'est un génie, David. Ah, mais c'est je trouve- Ouais, c'est un génie visuel. Enfin, franchement, que ce soit ses clips, les génériques qu'il a pu créer, c'est un génie de l'image. Et c'est cool d'avoir un mec comme ça dans le paysage du cinéma. Et paysage Un français génie en et plus. une Hein. grosse culture cinoche aussi. Ouais, Il a ouais. une putain de culture cinéma, David. Mais comme quoi, c'est cool parce que en fait, via cette anecdote, en fait, vous vous connaissiez tous. Donc c'est vraiment sécure de travailler dans cette ambiance-là, un peu familiale, où en fait, voilà, où il y avait une certaine confiance qui s'installait. Et c'est aussi, ça se ressent à l'écran, puisque en fait, comme je dis, hein, que ça soit les coordinations, coordinations fluides, la réalisation et tout ça, en fait, tout passe bien. Et, Ouais, et on ressent en fait, on ressent ça en tout cas dans le film. Et pour le coup, je reviens à ma question un peu chiante, mais allez, la scène la plus difficile. ouais. Yosh, tu t'es égaré. Ouais, je pense que c'est la plus difficile, c'est la manif, hein, parce qu'il n'y a pas le temps. Non. En fait, le reste, tu sais à peu près vers quoi tu tends. Ouais. Et la manif, quand tu n'as vraiment pas le temps, Ouais. t'as pas, tu dois Ouais. trouver des solutions immédiatement. Ah ouais. Ah, c'est Surtout marrant. si t'as des séquences un peu longues. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, la manif, je l'ai pas vécu comme, tu sais, parce que tu sais toi-même le nombre de fois où on est en tournage sur un truc, on a une journée pour faire une baston et ça se réduit. Anthony vit ça avec moi depuis le début, où tu vois, notamment sur Antigang le premier, où on avait une baston qui devait se passer dans une maison et qui s'est réduit et du coup à la fin il me restait 1 heure. Et là j'ai piqué une gueulante, c'est la première fois que tu me voyais vraiment gueuler. Je dis non mais là c'est de la merde ce qu'on fait et tout machin. Bref, et ce genre de truc, finalement, ça arrive tellement souvent que j'y suis habitué. Donc finalement, c'était une espèce de truc, bon, il reste 4 heures. Bon, allez, on y va. Tu mets ton slip, t'y vas, etc. Non, moi, c'est plus l'homme gadou. C'est ce que j'allais dire. Sous la ouais. pluie. Aussi, ce que j'allais rebondir Nuit, aussi là-dessus. sous la pluie, dans un champ, avec des bestioles cheloues. Le mec qui dit attention aux tiques, attention à ceci, à cela. Putain. Pardon. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Et on a fini. Je vous jure que c'est vrai. De toute façon, on le voit dans le documentaire. Je spoil trop le truc, c'est n'importe quoi. On voit jusqu'au dernier moment. Le soleil, il est déjà là, il pointe le bout de son nez. Tu sais, c'est vraiment, tu vois le décompte. Allez, il nous reste 4 minutes avant que le soleil perce. Ouais. Et là, on en a vraiment chié. Sous la pluie, Clara et Aurel, ils se sont battus dans le truc. Ça, c'était calvaire. Parce que même nous, avec la capuche, le machin, moi, j'avais le froid à l'intérieur, j'en avais plein le cul. Et eux, ils ont pas. Mais on était sur la fin du tournage. Et je crois que c'était le dernier jour, finalement, cette baston. Donc après, quand on a terminé, c'était le dernier plan, voilà, dernier plan. Hein. On a tous explosé. Donc en fait, toute cette nuit relativement dure, elle est partie en confetti, entre guillemets. Quoi. Mais pour moi, c'est on n'avait tellement pas de temps
il y avait une doublure qui était Nina, qui devait doubler, parce qu'Hélène n'était pas dispo. Il y avait des chutes où elle devait s'envoyer. On avait tellement pas de temps qu'on disait à Clara, tu peux chuter? Ouais. Prenez l'appel, balancez Clara qui chute dans le champ. On avait vu qu'il n'y avait pas grand-chose dans le champ, mais on ne sait jamais. On l'a envoyé valdinguer. On a eu de la chance, parce qu'on n'a même pas pu sonder le truc, parce qu'en fait, comme cette baston se passe un peu au milieu de nulle part, normalement, tu sondes un peu, tu regardes s'il n'y a pas des gros cailloux, des machins, des trucs, et t'en arrives à un stade, il fait nuit, ça pleut. Tu te dis, putain, comment on fait? Donc, on a vite fait, non, ça a l'air d'aller. Et Clara qui se fait balancer comme une merde. Mais il n'y a pas de tapis ni rien. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait des protèques. Hein. Non, on a fait comme ça. Ah non, ça n'était même pas censé tomber, ouais. Ouais, non, elle a bien amorti, mais voilà, pour moi, c'était celle-là la plus dure. Et après, l'autre question, c'était quoi? Celle que vous avez le plus kiffé à faire, vraiment, où là, vous vous êtes dit, putain, là, je prends mon pied. Hein. Bah, moi, c'est la rue. Ouais, bah, ouais. Et toi, Anthony? Moi, j'aime bien la fin. Moi, c'est la fin. La fin, la rue à Paris. Ah ouais, d'accord. Oui, bah, moi, c'est la rue manifestation. Toi, c'est la rue Orelsan contre Orelsan, ouais. Ça, on avait plus de temps, parce qu'en fait, c'était plus court, entre guillemets, et le paramètre de 1 contre 1, c'est plus facile que 1 versus 100. Ouais. Et je vais faire un big up comme toi. Autant tu parlais de David, moi je vais parler de Antoine Sagnier, le chef-op, qui est un amour de gars. Et c'est pareil, c'est quand on fait ce métier de régleur, tu as automatiquement des choses techniques qui doivent à la caméra, qui doivent accompagner ce que nous on va faire, les axes de caméra, le dynamisme des choses et tout. Et moi j'ai eu pas mal de litiges des fois avec des chefs-op qui sont avec un ego comme ça, qui veulent pas, non c'est moi, là. Donc, tu es obligé de t'asseoir parce que toi, tu es intervenant rapide, entre guillemets, sur certains films. Et Antoine, en fait, il a été... on a vraiment travaillé ensemble. Il n'y avait pas de qui a raison, machin, etc. Des fois, il me disait, je me mets là, qu'est-ce que t'en penses? Putain, ouais, t'as raison, c'est mieux. Et entre Anthony qui donnait des trucs, moi et machin, Antoine, il aurait très bien pu nous envoyer chier à un moment, dire, écoutez les gars, ma lumière, c'est ça. Et puis David aussi, voilà. Et en fait, ce qui était vraiment bien sur Yoroi, et ce qui se ressent, j'espère, c'est que vraiment tout le monde participait, tout le monde se respectait, et personne n'a eu un ego surdimensionné à un moment. Voilà. Donc même dans les moments de tension, hein, c'est ça qui était cool. Hein. Donc voilà. Ah, c'est cool. Et toi, c'est quoi tes scènes préférées qui t'ont marqué des combats? Moi, c'est le combat de la rue qui m'a marqué parce que en fait, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça allait partir en baston comme ça. Et j'aime bien ce genre de baston où soit c'est les 1 contre 10 ou 20, ou soit quand il y a très peu de héros qui se battent contre une armée, je kiffe. En fait, c'est un truc qui me fait fantasmer au cinéma. Parce que on a la vulnérabilité du comment dire du héros, et en même temps on se dit c'est maintenant qu'il doit se donner à fond, quoi. Ouais. Et t'avais évoqué ça sur le baiser mortel du dragon déjà. Ouais. T'avais dit. Et donc du coup j'adore cette scène là. Et il y a une scène qui m'a véritablement impressionné, c'est le combat au tout début, l'entraînement entre Clara et Orelsan. Ouais. Ah ouais. Je trouve que la scène, déjà, bon, il y a la beauté du paysage. Ouais. Mais en plus de ça, au départ, ça donne des petits kicks, ça donne des comment dire, des petits points, voilà. Et puis après, ça part dans totalement autre chose avec de la soumission et autres. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, là, je regarde un film, c'est assez ouf parce que je m'attendais pas à voir Orelsan aussi souple, donner des coups de pied aussi justes. Et Clara Choi, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, qui est cette dame? Je ne l'ai jamais vue. Qui est cette dame? C'est impressionnant. En plus, avec sa prothèse de femme enceinte, donc David Tomaszewski nous a dit que c'était très très c'était relou en fait d'avoir cette prothèse là. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Et donc en fait, en plus, on est à peu près à 10-15 minutes de film. Bah ça, pour moi, cette scène-là, je me suis dit, ok, je vais passer un bon moment. En plus, je tiens à préciser que là, sur cette journée, enfin sur cette séquence-là, Anthony peut en témoigner puisqu'il était là. Il y a absolument aucune doublure. Il n'y avait pas de doublure, donc ils ont tout fait. Aurel qui fait son espèce de kick par-dessus la tête et qui se viande comme une merde. Toutes les chutes à l'arrache. Bah Anthony était là, mais après moi j'ai
j'ai été témoin de loin, quoi, mais et tu réalises, tu dis putain, ils y ont été graves. Et alors c'est vrai que des chutes comme ça, normalement, tu mets une doublure. Et, Aurel, il s'est jeté sur des plaques. Même, ouais, la dernière chute qu'on fait quand on se fait jeter dans, il y a une pente, mais on se rend pas compte. Mais la pente, elle est quand même raide. Hein. Et en fait, on voit la carte, c'est pas si impressionnant que ça, mais en vrai, c'est lancé quand même. Hein. Il s'est lancé plusieurs fois. Faut quand même rouler droit parce que si tu sautes pas la nuque, hein, la nuque, elle prend direct. Ah ouais. Donc non, voilà les deux scènes que moi je retiens. Et puis bon, après il y a bien évidemment la scène finale, mais la scène finale c'est plus c'est pas tant, enfin la scène finale dans l'esprit d'Orelsan, c'est pas tant dans le combat, c'est plus dans la réalisation où j'ai été vraiment impressionné, puisque en fait on le voit dans des films, j'ai envie de citer des films comme Double Impact, Réplicante avec Van Damme. On voit quand il y a des scènes de combat et des jumeaux, on voit la doublure. Je veux dire, Van Damme dans Double Impact, on voit que parfois c'est pas lui, c'est son double, c'est la doublure qui fait l'autre frère qui joue. Et là j'ai essayé de voir. Alors parfois oui on voyait, mais je me suis dit putain, mais en fait ils ont dû tellement chier pour le réaliser avec les cuts de changer de personnage parce que ça va très vite. Parfois il y a du plan séquence, parfois et je me dis waouh, ça a dû être tellement fou à tourner. Mais tu vois, ça m'évoque un truc, déjà, ce que tu es en train de dire, c'est tout bien pour Aurel, parce que finalement, tu vois, tu cites Double Impact, bon, tu connais ma culture cinématographique de ce côté-là. Par exemple, effectivement, le moment où ils se battent en haut des escaliers, quand Van Damme il revient à moitié bourré et tout. Ouais, totalement, ouais. Tu vois la technique de la doublure qui essaye de singer Van Damme, c'est pas la même. C'est pas la même sortie de hanche, c'est pas les coups de pied que Van Damme a l'habitude de faire tout le temps. Il y a certains trucs, tu dis, tiens, ça sent la doublure technique. Bon, évidemment, on n'est pas 50 000 à le voir, mais moi, c'est ce qui m'a claqué dès le départ. Or là, si tu dis ça, ça veut dire que quelque part, le niveau d'Aurel est monté au niveau de certains cascadeurs professionnels. Si on ne voit pas la doublure, c'est que quelque part, Aurel, en fait, il s'est mis à un niveau qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et c'est ça qui est bien, quoi, parce que si on fait pas la différence entre une doublure dont c'est le métier et Aurel, alors qu'ils sont face à face, et il a tourné, hein. Aurel Sama, Aurel, et finalement c'est génial, quoi. Donc c'est Aurel Sama, juste avant, c'est plus training, c'est des pompes, les abdos, les squats. Ah ouais, non, mais par contre il est tanké, hein. Il est obligé de congestionner. Non, mais il est tanké de ouf. Alors j'avais vu dans le documentaire déjà quand il fait Railsan, c'est David Tomaszewski qui lui avait dit d'avoir une hygiène de vie, de se mettre à la muscu, au sport et tout ça. Et puis on voyait en quelques mois, il devenait tanké. Là, quand on le voit torse nu dans le rôle de Aurel Sama, je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, ok, très bien. Là, on est dans un autre niveau, quoi. C'est assez impressionnant. Ah non, il nous a donné la recette de ses pancakes light. On l'a vu faire quand on était chez lui, il nous faisait des pancakes le matin, c'était trop drôle. Avec un grammage bien précis et tout, je dis ah la vache. Donc c'est drôle. C'est quelqu'un de rigoureux. J'ai jamais vu quelqu'un aussi rigoureux que ça. Ouais, c'est clair. C'est aussi bien l'entraînement dans toute sa life en vrai. Tout est bien compartimenté. On croit qu'il a l'arrache et tout, mais pas du tout. Non, mais c'est vraiment investi En fait, il peut pas, il a trop de trucs. Il a trop de trucs à gérer. Et l'objet, il faut que tout rentre dans des cases. Non, mais c'est cool, mais au moins il s'est véritablement investi, donc ça se voit en tout cas dans le film. Messieurs, moi j'ai deux petites questions à vous poser avant de conclure, hein. La première question, c'est quels sont vos prochains projets? Question piège. Non. Les prochains ou ceux qui vont sortir vas-y. Là, tu m'as tendu le bâton, vas-y. Les prochains projets qui vont sortir, vas-y. Manu. Ah non, il y a un paquet, ouais. Ok. Non, tu vas m'aider. De toute façon, c'est Manu et Anto, parce que de toute façon, il est avec moi tout le temps. Non, mais t'as été une fois. Alors moi j'ai fait Il était une fois, réalisé par Clovis Cornillac. Avec Alban Lenoir, avec Marine Vac, avec Artus, voilà, et c'est un truc médiéval sur les contes de Perrault. J'ai terminé il y a quelques semaines, là, 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, c'était génial à faire. Il y aura beaucoup de bagarres à l'épée avec des acrobaties, des trucs, donc ça c'était cool. J'ai pas pu emmener Anthony avec moi, donc du coup on m'a contacté pour un film qui s'appelle Marav avec Redouane Bougueraba sur le MMA.
Et en fait, bah, j'ai mis Anthony et Jérém dessus pour le régler. Donc voilà, ils ont chorégraphié le truc et tout. Moi, j'ai été donner un coup de main à Yosh sur le combat final face à un gros bébé pour le film. Donc Anthony, il est encore là-dessus. Moi, je travaille sur un film d'horreur, un petit film d'horreur sympa avec Guillaume Gouix et Alassane Diong, qui est le neveu de Omar Sy. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre là? J'ai fait un petit truc sur un film avec Franck Dubosc. Bon voilà, on a déjà tout ça. Oh, bah, Et pour l'année prochaine, bah, alors évidemment en projet, bah, je passe peut-être en réalisation l'année prochaine. Oh, Donc ok. si tout se passe bien, au mois de janvier, on commence une prépa. Mais enfin prépa tranquille. Hein. Ouais, À mon avis, ça va traîner un peu parce que voilà. Et voilà, c'est un film qui me ressemblera totalement, qui est pas du tout martial. Ça va être assez. Ah ouais, non, pas du tout. D'accord. Il y aura bien évidemment de la baston, Ouais. voilà, mais ce sera. Le but, c'est de faire quelque chose justement loin de ce qui se fait en ce moment. D'accord. Trop Et bien. beaucoup plus rentre dedans, brutal, chorégraphié avec bah, le moins de foutaise possible. Je veux que ça fasse mal et que ce soit réel. Donc voilà. Donc, bah, et moi, je réalise. Et Anthony, bien évidemment, et Jérém seront avec moi en rigueur là-dessus. Et ça veut dire que bah, ça va nous prendre un peu de temps. Donc c'est en construction. Ouais. Ça fait depuis quelques temps. Ça traîne bah, parce que moi, j'ai un emploi du temps de dingue aussi. Malade, Parce qu'il y a des trucs. Mais voilà. Donc si tout se passe bien, après ça se fait, c'est génial. Si ça se fait pas, bah, c'est la vie. On passe à autre chose. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Si tout se passe bien, peut-être que l'année prochaine, fin du printemps, on démarrerait ce film. Ok. Voilà. Donc on verra. Eh ben très bien. Bah écoute, je te le souhaite. Merci beaucoup. On va voir. Et dernière question, quelle est votre dernière claque ciné en termes de films d'arts martiaux? Ciné ou DVD ou streaming ou voilà. Waouh. Moi j'attends Shadow Age. Ah ouais. 3 décembre au cinéma, il sort en France en plus. Ouais. Le vrai. Moi j'ai beaucoup aimé Nero, les combats de Nero. Ok, je l'ai pas vu la série. Ouais, Nero, les combats ils sont très chouettes. Franchement, ok, d'accord. Je pensais, c'est Godefroy, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais Rick Vert, qui a fait les trucs, il est à la seconde équipe et tout, et vous le présentera. C'est super bien filmé, c'est propre et c'est bien violent, donc ouais, je suis d'accord. Ok, ouais. Pio Marmaille en plus c'est un bon candidat aussi pour les scènes d'action et autres. Ouais. Donc ouais. Mais je suis d'accord, Shadow Edge. Et là, j'ai vu la bande-annonce, je vais démarrer, je pense, semaine prochaine si j'ai un peu le temps. C'est The Last Samurai, je sais pas quoi, qui est sorti sur Netflix. Ok. Et moi, je suis un gros adepte évidemment de Kenshin le Vagabond. Okay. Pour moi, pas la quadrilogie, c'est après syncologie, j'en sais rien comment on dit. C'est inégalable pour l'instant. Ouais. Et tous les films que j'ai pu voir avec du sable, je dis, c'est chiant. Et là, la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Ça a l'air soigné. Ça a l'air d'être dans le mode que j'aime bien. C'est bien brutal. Donc voilà, je vais donner la chance à ça. Et sinon, ouais, pour les films. C'est Vagabond, non? C'est les films coréens, là, tu m'avais montré. Les grosses lacs. Qu'on a eu, le film coréen. Vagabond, non, c'est pas Vagabond? Le 1-2, là. Ah non, je dis, c'est pas Vagabond, c'est un. Mercenari, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a deux. Putain, ouais, je me rappelle, entre les prénoms et les trucs, vieux, hein. Oh là là. Mais ouais, il y a un film. Putain, les bastons sont tout ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est brutal, c'est violent, c'est bien chorégraphié, mais ça s'approche du réel. C'est-à-dire que les personnages glissent, ne réussissent pas tout le temps leur technique, leur machin. C'est tout ce que moi j'essaie d'insuffler depuis des années et que je vais bien évidemment faire encore plus sur mon film si ça se fait. Mais voilà, et comment ça s'appelle ? C'est plus le cinéma coréen, parce que le cinéma japonais. Le cinéma japonais, moi j'adore leur style, mais c'est un peu trop stylisé. Ouais. Par exemple, pour les adaptations de manga, des Kenshin, etc. Mais même Don Lee, ces trucs à Don Lee, putain, c'est que de la boxe, tu dis, ouais, tu vois. Mais les Coréens, ils arrivent à avoir le parfait mélange pour moi entre le côté stylé et le côté brutal. Ouais. Il y a une atmosphère, il y a un truc. Et c'est ça qu'on attend dans Shadow Edge, hein, parce que je pense que là, on va rentrer dans un truc qui a l'air vraiment vénère. Et moi, voir Jackie Chan dans cet état-là, qui lui revendique non, pas de sang, pas de violence, machin, Kung Fu Panda, machin, etc. Tu dis, fais chier. Là, putain,
Non, pas Kung Fu Panda, tu sais, il a fait un truc. Il y a une Kung Fu Nani, il y a une Kung Fu Yoga. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, je suis très content de le voir là-dedans parce que ça va me ramener au premier Police Story, qui reste pour moi une énorme référence. Voilà. Moi, le Shadow Edge, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je retrouve le Jackie Chan, en effet, de Police Story, mais aussi de Crime Story. Où il y avait quelques combats où il était vraiment sérieux, c'était un catégorie 3, donc en fait voilà, il se donnait, il y avait du sang, voilà, c'était vraiment sérieux, et on est là pour moi, Shadow Edge, vu le succès que le film a, c'est le comeback de Jackie Chan, quoi, parce que ça fait longtemps qu'en fait on l'a pas revu dans un film comme ça, quoi. Il y a de très bonnes critiques en plus. Ouais. J'ai trouvé, c'est Vétéran. C'est un film coréen, Vétéran, okay, 1 et 2. Bon, je pense que personne connaît, voilà. Bon, j'avoue, je l'ai téléchargé parce que c'est introuvable en Blu-ray ou truc comme ça pour l'instant. Putain, et c'est hyper riche. Ok. Les mecs, quand ils y vont, il y a une vraie intensité de corporel. Les chorégraphes, elles sont mortelles. L'interprétation, il y a une baston sur un toit quand il pleut. Et les mecs, ils vont lancer des prises par moment. Si c'est mal fait, c'est ridicule. Et là, tu dis, ah ouais, putain, voilà. Vétéran 1 et 2, ça a été pour moi des très très bonnes claques. Voilà. Ok. Bon, bah, trop cool. Et bah écoutez, alors là, je vais vous dire, dans les films que j'ai pu voir, c'est un très très vieux film des années de 1979 ou 1980. Vas-y, je suis chaud. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert en fait Force One avec Chuck Norris. Bah oui, et Bill Wallace. Ouais, mais je l'avais jamais vu. Bon. Et ouais, j'avais vu en fait. Alors d'ailleurs c'est un de nos prochains épisodes. Je spoil, mais voilà. En fait, on avait le choix entre La Fureur du Juste et que j'avais vu quand j'étais petit. Oui. Quand à l'époque il était passé sur Ciné Dimanche, je l'avais enregistré. Mais Force One, je ne l'avais jamais vu et il est dans le DVD que j'ai acheté. Il y avait La Fureur du Juste et Force One et j'ai regardé Force One. Et en fait, j'ai adoré parce que, en fait, on découvre un Chuck Norris qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, il y a un Chuck Norris qui se bat, mais c'est tellement fluide, les combats sont tellement bien. Et déjà, il est sur Bill Wallace. Ouais. Et je vois tout, je connais très bien évidemment. Mais c'était un film qui était un peu sérieux, qui changeait du truc. Et les combats sur le ring, tu le vois quand même balancer quelques trucs. Le mec, tu sens qu'il a pratiqué ça, tu vois. Ouais. Et non, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aime bien ce film. Je l'ai aussi en Blu-ray. Voilà, pas frimé. Mais en récent. En récent, en fait, là, je vais faire un peu de la lèche, mais c'est vrai, mais c'est Yoroi. Voilà. Cool, non, mais c'est vrai, Yoroi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films d'arts martiaux qui sont sortis au cinéma. Et pour le coup, Yoroi reste pour moi une belle claque ciné. Et je me rappellerai toujours, c'est quand on est sorti de la salle avec Seb, on avait fait une avant-séance où en fait on avait un peu peur au départ. Enfin un peu peur. C'est vrai que vous nous aviez dit du bien en disant vous inquiétez pas, c'est voilà, les combats sont cool et tout ça, mais c'est vrai qu'on avait un peu. C'est un ovni. Ouais. Tu vois la bande-annonce, tu dis Kezako. Ouais, c'est ça. Et on se disait, bon, ça passe ou ça casse. Et quand les lumières se sont rallumées, on s'est regardés tous les deux, on a dit, putain, c'est ouf. Et en fait, pour tout vous dire, on est resté jusqu'à la fin du générique, en se disant, ok, très bien. Bon, on va pouvoir partir. Et on a discuté tout le long de la route, on a discuté du film. Parce que c'était ouf. Cette transition, elle est totalement parfaite, parce que je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Moi, je totalement. Préciser un truc. Après, je laisse la parole à Anthony. C'est que moi, je défends énormément ce film, et non pas parce qu'on l'a fait. Je suis avant tout un spectateur avant d'être un professionnel. C'est que des films comme ça, putain, on n'en a pas beaucoup. Alors, j'avais déjà gueulé une fois sur un des podcasts qu'on avait fait ensemble avec Seb, où c'était à la sortie de Balle perdue 3. Et voilà, donc ça a bien marché. Ouais, bien sûr. Voilà, mais il y avait des youtubeurs qui disaient cela, machin, dont Merej et compagnie. J'avais dit, putain, vous faites chier à tout le temps gueuler parce que c'est pas ricain, c'est pas coréen, c'est pas japonais, c'est pas machin. Je remets la sauce et je me dis, sur un film comme ça, on est à 200 000 entrées, un peu plus. Sincèrement, je m'attendais à ce que ça fonctionne un peu plus. Malgré tout, je peux comprendre que c'est un ovni, c'est un truc, etc. Aurel, tout le monde l'aime, on a envie de le voir sur des trucs et tout, et je me dis, mais merde,
déplacez-vous, bordel, putain. Ah, mais c'est la crise. Oui, c'est compliqué, parce que même L'Homme qui rétrécit, ça marche pas, Kaamelott, Ouais. ça marche pas, Chien 51, ça marche pas. Mais moi, je vais défendre tous ces films-là et dire, si on veut pas se retrouver avec des trucs sans ambition, sans rien, Ouais. il faut vraiment que les gens, au lieu de gueuler, après, tu peux dire, j'ai pas aimé, mais déplace-toi au moins à aller voir ces films-là. Et Yoroi, fait partie d'un vrai volontarisme de la part de Aurel, de David, Ouais. de toute l'équipe, de proposer un spectacle sincère, original. honnête. Voilà. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas, mais exactement, t'as dit le mot. Original. Ouais. C'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est pas une Exactement. réadaptation. C'est pas une comédie franchouillard comme on en voit 50 000 et machin et trucs. Et voilà. Et je me dis, merde, c'est dommage que ça marche pas plus. Je vais être sincère, moi ça me peine un peu. Je me dis, merde, putain. Et c'est pas parce qu'on est dessus ou Aurel ou machin. Non, je suis d'accord. Je me dis juste, putain, autant balle perdue, tout ça, c'est des films de plateforme, mais le cinéma, si on veut pas que ça disparaisse. Ouais. Mais là, on traverse une vraie crise. Pour le coup, on en parlait avec Seb il y a pas si longtemps. On voyait les chiffres qui dégringolent, hein, que ce soit Kaamelott qui perd 50% en seconde semaine, qui a du mal à atteindre le million. On a Chien 51 qui est pourtant une grosse production, plus de 40 millions de budget, qui franchit à peine le million. Et tu te dis, c'est compliqué. Mais tu vois, Jazz, pardon, je te coupe. Pardon, hein. C'est juste ça, comme tu dis, les films que tu viens de citer, c'est des propositions. Ouais. Kaamelott, bon, même si c'est un truc qui fait partie de notre... Voilà, mais Chien 51, film de SF, Yoroi, SF et arts martiaux, même L'Homme qui rétrécit, bon, voilà, que moi j'ai vu, je me suis un peu ennuyé, j'avoue, dommage, mais j'ai été le voir. Ouais. Y a un film qui marche bien, c'est le truc avec Isabelle Huppert sur la vie de Bettencourt. Ouais. Ça marche très bien. Bon, bah, c'est cool, tant mieux. Mais alors tu te dis, putain, est-ce qu'on va devoir aller voir que des films comme ça? Toutes les propositions qui sont un peu hors compte, enfin, tu vois, un peu foufou, ça veut dire que c'est mort, c'est dommage. Bah, et en plus, tu vois, tu parlais de L'Homme qui rétrécit, on en parlait avec Seb parce que Yann Kounen a balancé une vidéo en disant, bah voilà, le film fonctionne pas, il faut aller le voir au cinéma. Et ça faisait longtemps qu'un réalisateur n'avait pas parlé ainsi. À l'époque, quand un réalisateur disait ça, c'était parce que c'est bon, il est has-been, voilà, où il fait pitié. Là, on sentait vraiment que le réalisateur, il est dit, merde, mon film fonctionne pas, quoi. Et allez au cinéma. Et c'est vrai que là, depuis, on en parlait avec Olivier Schneider. Ça fait 1 an, hein, maintenant. Ouais, on en parlait avec Olivier Schneider qui disait, bah voilà, que Les Orphelins étaient sortis sur le pire week-end, pire semaine du mois d'août. Mais en même temps, en fait, là, ça fait plusieurs semaines que ça ressemble au mois d'août. Et je crois qu'on n'avait pas connu ça depuis 1995. Et là, en fait, c'est de pire en pire. Et pour tout vous dire, le film là qui a le mieux fonctionné, qui a eu le mieux ratio au niveau en termes d'entrée, c'était mieux avant, un truc comme ça, avec Didier Bourdon. Oui, voilà, qui franchit la barre des 900 000 entrées. Pourtant, Didier Bourdon, on le voit partout, hein. J'ai l'impression qu'il vit dans le salon, moi, hein. J'en peux plus, hein. J'adore le mec, hein. C'est les inconnus. Mais là, t'as envie de dire, entre ça et le truc de Gasteuil et Junio, donc la comédie, je comprends, mais Yoroi, c'est pas non plus, enfin, tu vois, c'est une comédie. Il y a beaucoup d'humour, c'est drôle, il y a de la BO, il y a des trucs, voilà. Mais après, comme disait Anthony aussi la dernière fois, ça a été interdit au moins de 12 ans. Donc ça, c'est aussi l'erreur. Et tu te dis, bon, bah, ça aurait peut-être mieux marché si la famille avait été voir, voilà, quoi. Donc, mais c'est dommage. La crise, elle est en France, elle est aux États-Unis. On le voit avec Smash Machine qui a pas du tout marché, qui a été un bide, alors que tout le monde s'attendait que ça soit rentable. Et quand on voit The Rock obligé de se justifier en disant, bah, on maîtrise pas le box-office et que le box-office il est à 6 millions. Il est à 6 millions alors que le budget est à 40 millions. C'est compliqué. On regarde bien, finalement, ce film avec The Rock, c'est une autre proposition. C'est une autre proposition, totalement. Donc il faut rester dans les clous, faut pas. Mais tu vois, le Predator fonctionne pas non plus, tu vois, alors que c'est bon, c'est le 6e, je crois, ou le 6e ou 7e, mais ça fonctionne pas. Et en fait, là, le biopic sur Bruce Springsteen, ça ne fonctionne pas, alors que c'est un film à Oscar. Et là, en fait, c'est un bide. Donc, et là, concrètement, les gens aux États-Unis commencent un peu à flipper en disant, ok, les mecs, en décembre, il y a Avatar qui sort. C'est la première fois. Avatar, ça va marcher. Ouais, mais tu vois. Est-ce que ça marchera autant, voilà. Et c'est la première fois que j'entends des critiques ciné aux États-Unis, même en France, disant, Avengers, là, tout le monde flippe parce que le budget est énorme et ils ont tous peur que le film flop. En plus, on est dans un ras-le-bol de la Marvel Mania.
il continue à alimenter des merdes. Genre, j'ai vu une bande-annonce, la lamentable, Wonder Man, c'est un Ouais. héros Marvel on doit être 5 à connaître. Ouais. La bande-annonce, elle est pétée, mais grave. Et effectivement, on arrive à un seuil de ras-le-bol et trucs. Et tu vois, paradoxalement, je me dis, je comprends pas cette époque. J'ai vu Frankenstein de Del Toro Ouais. sur Netflix. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça J'ai pas vraiment encore bien. vu. D'ailleurs, Thomas Lambert fait la doublure cascade de Oscar Isaac. Ah, je savais pas, tu vois. Ah ouais, Putain, énorme. ouais. Bah, tu vois, putain, les petits Français qui s'exportent. Ouais. Et tu vois, pour moi, là, Frankenstein, c'est un film que j'aurais bien voulu voir au cinéma. Ouais. Je pense que je me serais déplacé pour aller le voir avec mon fils ou ma femme, j'en sais rien, Ouais. ou les trois, enfin bon, ou tout le monde. Mais voilà, et c'est vraiment bizarre, quoi. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses, c'est- Pioche? Tu parles pas. Par contre, laisse pas Tiens, parler. j'écoute. J'écoute. C'est très intéressant. Non, je Non, savais mais- pas qu'il y avait autant c'est à l'échelle mondiale comme ça. Si, Ah ouais, c'est c'est- bide. Et il a raison, Jazz, il est au courant, effectivement, ouais. J'ai lu, effectivement, qu'Avenger a été, il va falloir que ça marche, sinon ça va être Ça veut catastrophique. dire c'est 200 millions au moins. C'est Ouais, 300 fou, millions toi. Avengers. Mais c'est largement plus, mec. Ouais, C'est quand on énorme, voit déjà hein, le c'est Mission, beaucoup. le Mission Impossible a coûté 400 millions, il est pas rentable. Pardon, hein, Avenger, c'est bien plus. Hein, Ah je ouais, pense, c'est hein. plus de 300 millions. D'accord, ok. Ah ouais. oui, parce que Ouais. déjà, tu sais que le cachet de Robert Downey Jr., Ouais, c'est 80 millions. 75 bars. Ouais, Donc, 75 millions, mec. Hein. ouais. Tu dis, bon, ça va aller. Non, c'est bien au-delà. Attends. Ah ouais, Mission Impossible, 400 millions, il est pas du tout rentable et ça a fait perdre, je sais plus, 200 millions à Paramount. On a Fast and Furious, et il y aura jamais de fin. Puisque Universal va annuler le Fast and Furious 11, a priori. C'est quoi, tout mieux? Parce que plein de cul, moi. Perso. Et parce qu'en fait, ils ont perdu un maximum de thunes dessus. On a des grosses franchises qui y aura pas de suite. Et potentiellement, la seule suite qu'il peut y avoir, c'est le succès de 2025, c'est F1 Ouais. avec Brad Pitt, qui est Ouais. aussi une vraie proposition parce que filmique, voilà. Et il risque d'avoir une suite. C'est le seul film. Et encore, le film a coûté 300 millions. Il est rentable, mais dans le monde entier. Il est même pas rentable aux États-Unis. Et voilà, même les super-héros, que ce soit Superman a marché, mais ça a pas marché comme à l'époque. Et Exactement. Ouais. et donc c'est un peu la crise en ce moment. Donc j'espère qu'il y aura un film. Et ce qui manque par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière en France on avait le Comte de Monte Cristo, on avait un petit truc en Un plus. petit truc en plus. On a eu l'amour ouf. Voilà, Ouais. c'était des locomotives. Là, depuis 2025, on n'a aucune locomotive en France. Ouais. Malheureusement. Non, Qui non, aurait permis, bah, locomotive qui aurait permis aux orphelins, qui aurait permis à Yoroi de franchir peut-être la barre des 500 000 entrées. ouais. C'est pour ça, mon appel au truc, c'est de dire, bon, bah écoutez les gars, si vous voulez pas vous retrouver avec du clavier Bourdon Ouais. et Cadmera de Ad Vita Aeternam, voilà. Et je regardais, pardon, donc du coup, Avenger, c'est 360 millions, Allez. il va mieux voir 400 millions. Hein. Ouais, en plus, sans le budget marketing. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Ouais, on est proche des 500 millions. Ah ouais. C'est chaud, hein. Donc Ouais. voilà, quoi. Eh ben, écoutez, messieurs, c'est trop cool. Merci à vous, en tout cas, Merci, pour, Jazz. voilà, pour avoir parlé. C'est beau le Racel. Ouais, bah oui, carrément. Et merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir parlé un peu de votre métier de l'ombre aussi, le métier de la cascade. Et c'est avec Seb, on est fan de ce métier-là, donc parce que c'est aussi, ça a bercé notre enfance. Donc en Un fait, peu moins dans l'ombre grâce à vous aussi, parce que vous nous permettez d'évoquer, donc c'est cool. ouais, nous, voilà, c'est comme on le dit souvent, c'est film d'arts martiaux, c'est un tout. Et c'est le cinéma, c'est un tout. Donc Faudra qu'on voilà. quiz encore. Ah bah carrément. Ah bah là, Vas-y. avec grand plaisir. Ah bon, carrément. on va Mais, mettre de l'argent en ligne. Non, tu non, vois. mais alors attends, parce que là, cette fois-ci, je vais corser le truc. Hein. Non, faut pas déconner non plus. Tony, dis-lui à qui il a affaire. Non, Bon, non, en tout c'est cas, cool. merci les gars, c'est trop cool. merci. Et puis, Aki dans ton podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À Allez, bientôt. ciao. Ciao, ciao. T'as les clés? C'est toi qui as les clés? Ah merde, je les ai oubliées au Japon!
Putain, je me rappelle plus du code. C'est 26... Ah 53 Ça marche pas, 26 à 53. Y'a pas d'heure. 53, c'est pas le bon code, je crois. Yes. La porte est ouverte.